crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Le marché des crypto-monnaies est en pleine tourmente ce 4 février 2026. Le Bitcoin, la reine des cryptos, a continué sa chute vertigineuse, tombant jusqu'à 73 112 $ hier, avant une légère récupération. Actuellement, il oscille autour de 76 000 $, en baisse de plus de 10% sur la semaine. L'Ethereum n'est pas épargné, avec une perte de 26% en 7 jours, pour une valeur approximative de 2200 $. Le marché global a effacé pas loin de 500 milliards de dollars de valeur en moins d'une semaine. Les experts avertissent que plus de douleurs pourraient suivre, malheureusement, avec le prix du Bitcoin. C'est 100% gratuit, il faut télécharger l'application Lexa Predict, ça vous permet de gagner des points pour gagner des places au classement et en fin de mois, ça vous permet de gagner des récompenses. Donc là, du côté du Fear and Greed Index, regardez, on est à 14. Donc là, toujours dans l'extrême peur, donc forcément, Fear and Greed Index à 14 du côté du Bitcoin, c'est parce que là, les investisseurs ont vraiment très peur de se lancer sur le marché. Ils ont peur de prendre des positions après toutes les chutes à répétition qu'on a connues et toute l'incertitude qu'on connaît actuellement par rapport à la géopolitique et la macroéconomie. On le sait, bien sûr, c'est très dégradé en ce moment. Donc voilà, prudence extrême. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, vous le savez. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours mes vidéos d'analyse technique. Bear market, d'accord? Et donc tout le monde peut être sûr devant le top et tout le monde peut être sûr d'acheter le bottom, à tel point c'est un métronome. Celui qui n'arrive pour le moment pas à le comprendre, observe le BTC. Tu ouvres un graphique BTC et tu verras que c'est un métronome. 3 ans de pump pour 1 an de crash. 3 ans de pump pour 1 an de crash. C'est jamais plus compliqué. Le jour où il fera différemment, on changera de discours. Pour le moment, il ne l'a pas fait. Parce que j'ai aussi vu tant de théories de la cyclicité est cassée. On a un Michael Saylor. Là, je peux dire son nom parce que jamais il entendra parler de moi. Et je peux parler sur son dos parce que c'est un grand personnage public et on s'en fout. On a c'est ultra positif pour la suite. C'est juste que sur le court terme, comme d'habitude, les institutions utilisent les belles nouvelles comme ça pour vendre leur position. Et les institutions ne pensent pas comme nous. Les institutions sont dans le marché des cryptos officiellement, disons, depuis l'arrivée des ETF juste ici qu'on voit en janvier 2024. Donc, pour eux, faire par exemple 100% de gain, un x2, c'est suffisant pour vendre. Ils n'ont pas une idéologie comme nous, comme quoi Bitcoin pourrait changer le monde. Et là, je pense qu'à partir d'ici, en 2025, il y a un autre changement du marché qu'il faut noter, c'est que les crypto-monnaies vont se transiger. Voire peut-être même aller retester l'IMA 100. Bon, c'est encore trop loin pour pouvoir le voir, mais si jamais on ne regagne pas cette zone-là, malheureusement, on aura certainement une baisse relativement forte. Toujours très peu d'acheteurs, toujours très peu de personnes qui se positionnent, toujours une instabilité au niveau des inflows et des outflows au niveau des ETF. Clairement, la décision n'est pas prise et je pense que la macroéconomie va jouer beaucoup. On le voit bien, le Nasdaq, le S&P 500, c'est un peu la chape de plomb qui enfonce le BTC et les cryptos. Ça ne veut pas dire que si ça explose, nous aussi on arrivera à suivre, mais en tout cas, ça veut dire que ça nous empêche. Les volumes de trading des crypto-monnaies au comptant, c'est-à-dire spot, sur les principaux exchanges, sont passés d'environ 2000 milliards au mois d'octobre 2025 à 1000 milliards en cette fin janvier 2026. Et ça démontre clairement un désengagement de la part des investisseurs. Mais Saylor parie sur le très long terme. Depuis 2020, Bitcoin est quand même à plus 550% depuis ses premiers achats. Il dit que la chute, pour lui, c'est juste du bruit. La grande nouvelle de ces derniers jours, c'est avec la société TTR. Ils ont annoncé récemment le lancement officiel de Mining OS, soit MOS, un système d'exploitation open source pour le minage de Bitcoin. Mais essayons de comprendre vite fait en quoi ça consiste. C'est un OS modulaire et scalable conçu pour gérer, monitorer et automatiser les opérations de minage Bitcoin à grande échelle. Il gère tout, le hardware, soit les ASICs, système d'énergie, conteneurs, refroidissement, infrastructure, physique, etc. En open source, sous licence Apache 2.0. Jusqu'où pourra descendre justement ce top 50 au top 100 et de voir par rapport au bear market précédent de combien finalement les altcoins ont réellement progressé entre deux points bas de marché. Au niveau des news impactantes, on avait Vitalik Buterin, donc le cofondateur de Ethereum, comme vous le savez, qui a fait un long post qui a été vu 3 millions de fois autour des Layer 2 qui pensent aujourd'hui assez obsolètes et qui finalement redirigent de la liquidité vers eux, mais à des fins finalement purement pécuniaires plutôt que d'essayer de faire avancer véritablement le réseau. Donc pour lui, vu les grandes transitions majeures qui ont eu lieu ces dernières années et qui continueront d'arriver les unes après les autres dans les prochaines années, eh bien on pourrait ne plus avoir besoin tout court de Layer 2. Et c'est un sujet dont Mais toujours pareil, les rewards sur les stablecoins divisent les banques et le secteur des cryptos.
Vitalik vient d'envoyer une énorme muflée à l'ensemble des Layer 2. Il nous explique que les Layer 2, la majorité au début, ont été créés pour améliorer la scalabilité, les nombres de transactions par seconde, la vitesse de la blockchain Ethereum qui était très faible. Donc les Layer 2, quand ils ont été créés pratiquement il y a 7-8 ans, les premières, ça avait du sens parce que les frais de transaction et autres étaient horribles. Et donc là, par contre, il envoie une muflée au Layer 2, il leur explique que ça sert à rien de se battre sur la scalabilité. Pour lui, les Layer 2 pourraient avoir du sens s'ils se spécialisaient. Avant d'aller plus loin sur le graphique directement, on va passer en revue la grosse nouvelle qui a fait bouger beaucoup de choses, notamment Fusaka, dans lequel Vitalik explique que ça y est, ils ont cassé la problématique du tridème de la blockchain, tridème qui a toujours été impossible à résoudre, qui est la mise à l'échelle, la décentralisation et la protection, donc c'est-à-dire la sécurité, et que c'est quelque chose sur lequel ce n'est pas possible, en tout cas sur le papier, chose qui commence à arriver avec Fusaka, avec notamment le père DAS et le ZK-EVM, qui permettent de pouvoir, offrir de la scalabilité à travers le ZK-Proof, donc il y a la technologie de validation qui permet de diminuer drastiquement les coûts des transactions, et à côté, garder cette notion de mise à l'échelle et de protection et de décentralisation avec le père DAS qui permet principalement de pouvoir continuer à garder la décentralisation en diminuant la complexité d'avoir des nœuds de plus en plus lourds. Hyper intéressant cette étude, c'est qu'en fait les institutionnels, d'après ce qu'ils nous expliquent, ça a été l'arbre qui cache la forêt. Tout 2025, on a eu les institutionnels à fond. Je pense que le moment qui a été critique, qui a vraiment tout cassé la dynamique des crypto-monnaies, c'est avant l'élection de Donald Trump, quand il y a eu le token Trump, le token Melania, le token du toutou de Trump, voilà. Donc tout ça, ça a complètement brisé le marché. On a perdu en quelques jours toute crédibilité dans notre secteur. Cette mise à jour, elle est très très positive pour le futur d'Ethereum et moins positive pour les Layer 2. Alors ça, c'est énorme quand même, MetaMask, comment ils sont en train d'évoluer. Ils s'associent avec Ondo pour proposer des actions US tokenisées, des ETF et même des commodities. Donc c'est énorme, pétrole, l'or, le jus d'orange, le cacao, ce que vous voulez, via Ondo. Après Ondo, faut le savoir, ils ont une politique où ils n'exercent pas aux États-Unis. Donc ça sera ouvert. Alors je sais pas qui va pouvoir y accéder, parce que c'est pour les... Mais notre petit Bitcoin d'amour touche quand même des zones de survente extrêmes qu'on avait rarement vues depuis même pire que le crash Covid 2025. Je te montrerai ça ce soir. Donc la bonne news d'aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on en profite, c'est la Chambre des représentants américains qui a approuvé projet de loi pour la réouverture de gouvernement. Bravo, bravo. Bon, si on peut éviter un gouvernement fermé pendant 43 jours comme la dernière fois où c'était le record historique, ça nous ferait plaisir, sachant que pendant les 43 jours, les cryptos ont baissé. Donc on aimerait plutôt enlever toutes les sources de stress qui peuvent faire vendre les marchés boursiers et les marchés crypto, à savoir le shutdown gouvernement, ce serait bien qu'on le mette de côté, ça ferait une source de stress en moins. Tout ce... en cas de consolidation et de bottoming, tout simplement. Voilà, ça pourrait ressembler à quelque chose dans le genre. Donc, voilà. En tout cas, macroéconomiquement parlant, on voit que c'est quand même assez tendu. Changement probablement côté Fed. On a des tensions géopolitiques, Middle East. On a vu l'or qui a explosé, qui a corrigé. Voilà, le dollar qui faiblit. Donc, on a quand même une sorte de configuration macro très incertaine, ce qui permet encore mieux au prix. Alors, pour commencer, en termes de macroéconomie, c'est très intéressant. C'est que l'inflation cocorico tombe au plus bas depuis 2020 et se rapproche de 0 en France. C'est assez hallucinant. À l'issue du Covid 2021, on a eu une énorme explosion. On est passé de 1 à 6%. Et c'est un pump and dump au niveau de l'inflation. Donc ça, c'est très bon parce qu'on a une réunion de la BCE cette semaine et ça serait peut-être une très bonne nouvelle. Imaginez si la BCE baisse ses taux, peut-être un peu de manière préventive et rassurée par une inflation qui n'arrête pas de baisser. Donc ça, c'est vraiment très intéressant en Europe. Directement sur Bitcoin parce que ici, je vous expliquais, il y a un support à travers duquel on est occupé de passer pour l'instant, même si c'est pas encore validé.
Par contre, sur Bitcoin, on n'est pas très loin d'un autre support. Donc sur Bitcoin, on a un support qui est un peu plus bas, au niveau des 71 000 dollars, alors qu'actuellement on est aux 74 000. Alors, on rebondit légèrement par rapport à il y a une dizaine de minutes, mais globalement, on était quand même en direction de ce support. Est-ce qu'on va finalement aller le rechercher ici, ou est-ce qu'on va, entre guillemets, le front run, c'est-à-dire est-ce qu'on va rebondir avant? C'est soit ça forme un breaker, et un breaker c'est très puissant, c'est-à-dire que ça fait une grosse accélération baissière, ça défonce le niveau en fait, et à ce moment-là, ça va récupérer plus bas. En cas de breaker, je dis bien en cas de breaker, la prochaine target, ce serait 66 000, voire 59 000 dollars. Pour l'instant, il n'y a pas de breaker, on voit qu'on fait juste une mèche ici. Je suis en mensuel, bien évidemment, il peut se passer beaucoup de choses d'ici la clôture de la bougie, mais pour le moment, on part du principe que on risque juste de chasser l'order block, ok? Par exemple, un order block mensuel qui a été chassé, c'était sur le top de 2021. Ça, c'était un order. Probablement également un bottom sur le Bitcoin face au dollar. Et on savait qu'ici on avait un niveau de support horizontal, cette petite zone orange. Donc là, on est venu le mois dernier clôturer pile poil sur le niveau. Là, on a fait une petite excursion en dessous et on est en train d'essayer de remonter. Donc bien évidemment, si on arrivait à repasser au-dessus et à clôturer au-dessus, ce serait peut-être un signal assez intéressant, surtout qu'au niveau du RSI, vous voyez, si on trace une trendline en reliant tous les points bas, donc c'est tous les bottoms, le bottom ici, vous voyez, le bottom ici, le bottom ici, tous les bottoms. Tant qu'il tient, globalement, on a une probabilité d'aller retester ici les 2007, 3000 dollars sur Ether. Si jamais, malheureusement, il ne tient pas, et je pense qu'on va le voir assez vite, ici, et ce qu'il va falloir voir, c'est surtout les wicks, c'est-à-dire les corps de bougie. Est-ce que les mèches vont passer à travers, ils vont être avalés, et tant que le corps est au-dessus de 2002-2000 dollars, c'est plutôt positif. Si malheureusement on clôture en dessous, ça sous-entend que on aura une deuxième rupture qui se fera. Donc que c'est officiel, c'est une organisation criminelle en tout cas en France, mais c'est pas le cas. C'est pas officiellement qualifié par organisation criminelle. Par la France en tout cas. En fait, ils font l'objet justement d'une enquête pénale qui a été lancée en janvier 2025 par le parquet de Paris. Et en fait, cette procédure, elle visait principalement la plateforme en tant que personne morale et pour des soupçons qui sont assez du coup graves liés à l'algorithme. Et pour donner le contexte, du coup, l'enquête, elle porte sur le fonctionnement du système de l'algorithme et en bande organisée et l'extraction du coup frauduleuse de données d'un système. En fait, la France reproche à X d'essayer de contourner en tout cas l'opinion publique contre les élections présidentielles. J'étais isolé et coupé du monde. Et je devais absolument prévenir ma fille de l'autre côté de la ville, prendre de ses nouvelles surtout, et lui dire que je pourrais pas venir la chercher. Impossible. Pour moi, ça n'a duré que quelques jours, mais c'est le quotidien d'une énorme partie de la population mondiale. Et ça peut aussi nous arriver du jour au lendemain. Maintenant, imagine que malgré ça, je puisse quand même envoyer un message à ma fille, et même lui envoyer un peu de stablecoin pour qu'elle puisse payer un Uber et rentrer à la maison. Alors qu'aucun des deux téléphones n'a accès à Internet au moment où on envoie le message. Ce n'est pas de la magie, c'est un petit projet sur Solana, développé par des jeunes français ultra calés et qui s'appelle AnonMesh. En gros, ils prennent ton téléphone et ils le transforment en mini-nœud de réseau mesh en Bluetooth, capable de faire de la messagerie privée et des paiements privés, même quand le réseau est mort. Accusations, c'est des trucs ultra graves, en mode apologie de la pédocriminalité, apologie de je sais pas quoi, en mode du doxing, de la nudité, En fait, j'ai pas trop compris justement le pourquoi du comment, mais j'ai l'impression que du coup la police, en tout cas la France, en veut à Elon Musk, aux dirigeants de X, parce que, je sais pas, peut-être qu'il ne veut pas plier le genou. On se rappelle ce qui s'est passé récemment avec Pavel Durov, le CEO de Telegram, qui a carrément été emprisonné et depuis, il n'a qu'une seule envie, il n'a qu'un seul rêve, c'est chier sur la France dans un tweet sur deux, chier sur Macron, chier sur la France. Et voilà, et bon, ça a fait un petit peu de chemin. Je sais qu'Elon Musk aussi souvent, il a soutenu Pavel et il a aussi un petit peu parlé de ce qui se passait machin en France. Là, la France, du coup, target. Imaginons que je veuille t'envoyer 10 USDC via AnonMesh.
alors qu'aucun de nous deux n'a Internet. Sur mon téléphone, il se passe plusieurs choses. D'abord, l'appli va créer un message chiffré pour toi. Maxime t'envoie 10 USDC. Voilà les détails, voilà la preuve. En parallèle, elle va préparer une transaction Solana sérialisée. C'est un peu comme si elle écrivait la transaction dans un fichier prêt à être envoyé plus tard sur le réseau. Dans cette transaction, il y a l'adresse de l'expéditeur, l'adresse du destinataire, le montant et les infos spécifiques à AnonMesh, notamment une clé de referral, celle du téléphone qui fera le pont avec Internet. Cette transaction sérialisée, elle est ensuite envoyée dans le mesh comme un message. Elle va sauter de téléphone en téléphone, toujours chiffrée, jusqu'à tomber sur un appareil qui, lui, a de l'Internet. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.